Bon, d'abord, je fais une rapide, mais très très rapide présentation qui je suis, c'est toujours intéressant. Je ne suis pas développeur full-time. J'étais développeur full-time dans une vie passée. Je me qualifie comme entrepreneur. Je suis codeur depuis qu'il y a des choses qui sont codées. Premier ordinateur avait 1 kg de mémoire. C'est même pas la taille d'un email, quoi. L'ordi complet. Bac plus 5, les mines, DEA, infogramme. J'ai fait du jeu vidéo longtemps et j'ai fait de l'Unreal Engine dans une vie passée. J'ai fondé Color. On s'est fait racheter par GoPro. La division a été arrêtée. Next. Je vais vite, hein, c'est pas intéressant ça. Mais j'aime bien présenter parce que ça, vous savez un peu à qui vous parlez. Je ne suis pas un développeur full-time AI. Ok, je ne suis pas un expert. L'expert, c'est lui. Moi, je suis padawan. J'ai une boîte de conseils, je fais des tas de trucs. J'ai le Hub des Alpes avec un bon restaurant, venez manger. J'ai un fonds d'investissement pour investir dans les startups. Voilà, c'est mon fonds à moi. Et je fais partie du Gros Spot, l'accélérateur de croissance pour les startups Savoie et Haute-Savoie. On attaque direct le problème. Alors, mon problème, dans une de mes startups, voilà, j'en profite, je fais de la pub pour mes startups. Moi, je fais de la pub, voilà, j'ose. Ils font ceci. C'est un objet IoT, spectromètre, que tu mets dans ton vin et qui va mesurer les capacités de ton vin. Donc, il va être capable de mesurer de façon objective ce qu'il y a dans le vin. Il te donne 3 dimensions, qui sont la puissance, la vivacité et les tanins. Donc, tu as une mesure objective de ceci. Et derrière, ce que tu dis dans l'application, est-ce que ça me plaît ou pas? Simple, hein? Du coup, on a tout un paquet de data sur qu'est-ce que vous avez dégusté et on sait ce que vous aimez. Du coup, on peut apprendre ce que vous aimez comme vin grâce à ceci, qui est très différent de typiquement les notes par cœur, parce que les notes par cœur, par exemple les notes Michelin, etc., c'est quelqu'un qui a dégusté, qui a mis une note, mais c'est pas toi. Et il s'avère qu'on a tous un profil de j'aime ce vin ou pas très différent. On prend vin, bière, whisky, enfin finalement tout ce qu'on peut manger et boire, on pourrait appliquer la même méthodologie. Là, ça marche que actuellement sur les vins rouges. Il y a une petite limitation. Le cadeau idéal pour Noël, pensez-y. Bref. Et en fait, c'est donc les fondateurs de la boîte qui m'ont dit « Ah, ce serait sympa, on pourrait faire des choses comme ça en IA. » Et bien du coup, l'idée, c'était simplement... Voilà, ce vin-là, du coup, il correspond à 79% à ton profil de vin. Du coup, on a tout un paquet de data. Et ben, l'idée qu'on avait, c'est à un moment donné, tu as ton mobile, tu vas faire en réalité augmentée dans ton rayon de vin, tu ne sais jamais quoi choisir dans le rayon de vin. Tu te dis, c'est quoi tout ça? C'est lequel qui me correspond bien? Tu as les notes, tes machins. Nous, on allait simplement faire une application en augmenté de réalité qui te dit 79%, 30%, 100%. Achète celui-là, c'est celui-là le 100% de ton rayon de vin. Ça, c'est quand même le goal ultime. Mais pour arriver jusqu'à là-bas, il faut un peu de science. Et c'est là où c'était un peu compliqué. Donc moi, n'ayant jamais fait d'IA, ça a été plus compliqué pour moi, soyons clairs. Alors, le problème d'un point de vue de développeur, le premier problème à attaquer pour pouvoir réussir à faire ça, il faut déjà reconnaître toutes ces étiquettes de vin. Donc, il faut faire ceci. Alors, des vrais challenges. Il y a déjà dans pas mal de trucs système d'IA, très généralement, tout est bien plat, bien propre. La bouteille, elle a un vrai problème. Des différences de point de vue qui sont dues à ce cylindre qui détord tout. Et du coup, l'apprentissage, là, il est un peu plus compliqué. Donc, on a... Déjà, est-ce qu'on a suffisamment d'informations pour bien reconnaître cette étiquette-là? Est-ce que le point de vue est bon? Il faut que ça soit invariant. Là, est-ce qu'il manque peut-être pas une information pour pouvoir le reconnaître? C'est pas si facile. Et deuxième, on ne peut pas trop se dire est-ce que c'est un chat ou un chien? C'est pas notre problème ici. Nous, on veut reconnaître un vin. C'est ce vin-là et pas les autres. Et ça peut être extrêmement ressemblant. Et ces problèmes-là, c'est les problèmes de recherche d'images similaires. Dans la littérature, il y a 2 grandes catégories. Alors, c'est un problème assez classique dans la computer vision. Reconnaître un élément. Et c'est ce que Google, vous avez sûrement testé sur Google, recherche par image. Voilà, ça c'est la recherche inversée. Ils font un peu des méthodes de similarité, mais ces petits sioux, moi je l'ai bien analysé cet algorithme, 9 fois sur 10, c'est d'abord de l'OCR un peu intelligente avant de vraiment faire ces méthodes-là. C'est-à-dire ils n'ont pas stocké ce qu'on appelle des méthodologies en bag of features.
Alors, méthode classique, comment ça marche? On prend son image, on a des détecteurs qui trouvent des positions invariantes dans l'image. Ces détecteurs, ces endroits, on les qualifie, ça nous donne un descripteur. Donc, grosso modo, on se retrouve des lieux dans l'image caractéristiques. Autour, on a une signature. Toutes ces signatures, on les met dans un gros dictionnaire. Le dictionnaire, on le simplifie, ça devient des mots. Du coup, une image devient un sac de mots. Voilà, grosso modo, c'est ça l'idée. Une image est égale à un sac de mots. Deux images, si c'est les mêmes, ben normalement, tu as les mêmes mots dans le même sac. Une image est égale à un sac, tu as deux sacs, c'est les mêmes mots, tu remontes, c'est les mêmes images. C'est comme ça que ça marche, ça c'est dans la littérature classique. Franchement, je m'étais dit, bah oui, ça marche, mais c'est pas sexy. Hein. On va voir si vous ne pouvez pas faire ça avec IA. Eh bien, l'IA, c'est les nouvelles méthodes qui permettent d'apprendre un peu et de, finalement, tu résumes une image à quelque chose qui est beaucoup plus petit. C'est une espèce d'auto-encodeur, mais de la taille d'une image, tu réduis et qui donne une signature qui est caractérisante sur cette image-là. Donc, on prend un réseau qui a appris, on entraîne ce réseau sur ce nouveau sous-catégorie, mes étiquettes de vin, et il s'avère que dans le réseau de neurones, l'avant-dernier étage de ce réseau-là, de cette couche, c'est une très bonne signature de cette image-là. Et cette signature, en fait, c'est un peu comme l'ADN de cette image-là. Si deux signatures sont très proches, c'est sûrement la même image. C'est bien ça le principe. Et je vous le montre. Recherche similarité par image. Comment ça marche? Alors, on prend un vin d'une île Saint-Georges. Elle est propre, hein? Ouais. Je déconne pas quand je fais des... Il a fallu tout goûter, hein. C'était dur comme recherche. Je prends cette image, la balance dans un réseau déjà entraîné. Moi, je ne me suis pas emmerdé. J'étais une approche très ingénieure, très pragmatique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je m'en fous un peu. J'ai utilisé ce qui se faisait un peu dans la littérature et je fais ce qu'on appelle du transfer learning. Des choses déjà apprises que je spécialise. Donc, voilà, tout un paquet de choses, plein de trucs. Bon, ça marche. Je ne me cherche pas plus loin. Mais j'ai l'avant-dernier. Et ça, c'est ma signature de vin. Voilà, sur le réseau que j'ai pris, ça devient un vecteur de 1024 flottants. Ce vecteur-là, je recherche ses plus proches voisins dans cette dimension-là. Donc, quels sont les vecteurs dont la distance avec le mien, dans ma base de données, sont les plus proches? Tu as extrait la bouteille de vin de ta photo en faisant combien de temps, c'est ça? Non, j'ai passé ma photo dans ce réseau de neurones qui, lui, était un réseau, typiquement ce que j'ai pris, c'était un réseau de détection qui permettait de détecter tout un paquet de choses, des voitures, des machins, des girafes. Mais, pardon, je suis devant, tu me dis, hein, je bouge. Je peux me mettre là-bas si tu veux, regarde. Hop là. À la fin, la sortie, c'est un réseau très classique, un Convolutional Neural Network, qui permet d'identifier qu'est-ce que c'est, un chat, un chien, une girafe, un machin, en fait, il y en a tout un paquet, des comme ceci. Comme il était déjà pré-entraîné, je l'ai juste qualifié sur des choses un peu spécifiques pour qu'il apprenne un peu plus mon domaine que le domaine très général de reconnaître dans l'image. Et bien, ce truc-là, c'est une signature qui est... Enfin, vous verrez un peu ce que ça va donner derrière. Donc, je ne vais pas anticiper la suite. Base de données, on recherche les 10 plus proches voisins. Pan, j'ai dit 20, très proche du premier. Là, ce n'est pas un exemple qui est réel, mais c'est vraiment ceci. Je m'étais dit, bon, facile, hein, on va coder ça. On code. Problème numéro 1. Il faut faire de l'IA. Hein, donc, il faut déjà prendre un choix de moteur d'IA. Problème numéro 2, ici, la recherche des plus proches voisins. Et finalement, c'est quelque chose qui semble assez simple, mais quand on parle de vecteurs de dimension 1024, le plus proche voisin, ils sont tous très très proches, à quelques petites décimales près, 6 après la virgule. Et là, c'est un vrai défi aussi algorithmique. Problème numéro 1, choix d'un moteur. Il y en a deux grands, hein, je ne vais rien vous apprendre. Il y en a deux qui se tapent dessus, c'est TensorFlow et PyTorch. Je ne cite pas les autres parce qu'ils sont un peu anecdotiques. Moi, je n'ai jamais fait d'IA et il y a des points importants qui étaient plus importants finalement que le moteur. Le moteur, je m'en foutais un peu. Comment apprendre la librairie facilement? Et des exemples à jour.
le cycle de release, qui c'est qui est derrière, adapté à ton style de codage. Hein? C'est comme, voilà, chacun a ses goûts de codage. En regardant un peu et toujours en comparant un peu, PyTorch, il domine vraiment la recherche. Voilà, ça c'est en fonction des les grandes confs internationales de computer vision. Ben voilà, les Unique Motion of PyTorch, ben c'est vraiment lui, il est à 70% actuellement. C'est-à-dire 70% des papiers maintenant sont faits dans la recherche en PyTorch, versus TensorFlow, qui est quand même vachement plus utilisé en industrie. Si vous voulez avoir un truc vraiment à jour sur le state of the ML framework, ce lien est plutôt pas mal. Ça permet de savoir où ça en est au jour d'aujourd'hui entre ces deux-là. Là, c'est des batailles de chapelle, je dirais. Ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Finalement, c'est pas plus important. C'est pas très important. TensorFlow 2 est sorti récemment. PyTorch a une nouvelle release récemment aussi. Ouais, ils sont vraiment à jour, ça avance très très bien. Il y a des centaines de milliers, enfin peut-être pas, mais une bonne dizaine de milliers d'ingénieurs derrière ces deux frameworks. Ça avance vraiment super vite. Du point de vue de la qualité des résultats, ils se valent bien les deux? Oui, ça se vaut. Ça change. Du coup, c'est vraiment l'usage et ce que tu veux en faire qui dominera plus et la qualité d'apprentissage. Et moi, c'est ce qui a dominé mon choix. Alors, j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté un cours sur TensorFlow parce que je suis plus industrie et la recherche, c'est pas que je m'en tape, mais je n'allais pas faire ingénieur IA, expert en IA en faire la recherche, je voulais plutôt appliquer quelque chose dans le monde professionnel. Donc j'ai acheté TensorFlow en Udemy. Comme TensorFlow 2 est sorti, j'ai acheté sur Udemy le premier cours TensorFlow 2. J'ai fait ceci, mais c'était très théorique et pas très pratique. En fait, j'étais un peu déçu. Pas de TensorFlow, mais l'approche. C'est pas mal d'outils qui sont quand même, c'est pour les chercheurs, il faut trouver les réseaux, comment tu les optimises, etc. Je trouvais que c'était un peu assez éloigné de mes attentes. Et je suis tombé sur un truc qui est un peu un ovni, je pense, dans l'univers de l'IA. Ça s'appelle FastAI, fast.ai. Et les mecs, ils claiment « Making neural net uncool again ». What? Alors déjà, le slogan, alors, je vous ai copié, c'est de la propagande pure et truc de leur site web. Voilà. Eux, being cool is being exclusive. Et eux, ils sont vraiment contre ceci. Moi, on veut être pas cool. On veut que ça marche partout, quel que soit le langage, avec des datasets pourris, même si tu n'as pas fait Stanford. C'est vraiment ceci, leur approche. Et j'ai dit, c'est quand même... What? Les mecs, c'est quand même... Enfin, les mecs, je cite, parce que c'est un homme et une femme, et ça, j'aime bien aussi. C'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose un peu... Voilà, je soutiens les... Je suis désolé, tu es la seule. Mais quelque chose dans le côté... Eux deux ont fondé cette boîte-là et tout ce qu'il y a derrière avec des principes vraiment de base. Je veux pouvoir rendre ça super accessible. L'IA. Et bien, ils ont fait ça. Et bien, j'ai testé. Et bien, ils font des cours. Voilà. Tu vas dedans sur la cour, c'est déjà la V3. Les V correspondent à une année à chaque fois. Hein. Ta V1, c'était la première version de le cours. Année 1, la première fois qu'ils l'ont fait, c'était le cours d'IA de Stanford. Hein. C'est quand même pas la plus petite école au monde. La V2, c'était la deuxième année où ils faisaient ce cours d'IA. La V3, c'est la troisième année où ils font ceci. Plein de choses. Il y a des vidéos, il y a les explications, les codes, les datasets, tout est en ligne. Tu commandes, tu utilises, tu comprends tout. Et surtout, ce qui est génial, c'est que c'est ultra progressif. Au bout d'une heure de la première vidéo, sérieux, tu as déjà optimisé 3 réseaux de neurones, tu as fait 3 trucs où tes résultats sont quasiment state of the art. C'est-à-dire, parmi les meilleurs du domaine, en faisant tes 15 lignes de code. Tu n'as pas compris tous les concepts, voilà, backpropagation, l'overfitting, etc. Mais c'est très progressif et c'est extrêmement adapté, c'est practical. Donc ça, j'ai trouvé ça, enfin, pour moi, ingénieur, ça m'a mis... Alors derrière, FastAI, ce n'est pas un nouveau moteur, c'est une couche au-dessus de PyTorch. En dessous, il y a du vrai PyTorch, hein, donc c'est quand même bien solide et costaud. Et il y a un truc qui est absolument magique, ils sont basés tout là-dessus, c'est ce qu'on appelle les Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, c'est une espèce de page web où tu mets soit du texte, soit du code Python, et ça devient un truc que tu peux exécuter directement en live sur ta page web pour pouvoir faire ton optimisation
Moi, je le compare pas mal à ceux qui connaissaient le Mathematica, si vous avez utilisé une fois ce logiciel de Wolfram. Mathematica, il faisait ceci, tu avais aussi bien les équations fonctionnelles, le texte fonctionnel, etc. Et bien, ils ont pris ce même concept-là et le mis sur une page web. C'est juste génial. Une fois qu'on a compris ça, faire du codage Python pour faire du GPU, c'est pas déjà passer 2 journées à setuper ton ordinateur pour être sûr que ton GPU soit utilisé pour que tes librairies d'IA utilisent Python. C'est ce que je vais essayer de vous montrer en live. On va optimiser un réseau de neurones en moins de 5 minutes grâce à la puissance machine de Google. Je promets des choses, j'espère que ça va marcher. Donc, je suis sur un Jupyter. J'ouvre avec Google. Je vais le faire ici, sinon je ne vais pas y arriver. Jupyter quelque chose, c'est un produit Google? Non, c'est un projet open source global qui justement a amené ce concept-là complètement. Donc voilà, là c'est du transfert learning. Excusez-moi, je ne comprends pas. Google, tu m'embêtes. Chaque chose qu'il faut vérifier, je vérifie qu'on est en mode d'exécution. Voilà, GPU. Donc derrière, il y a une bécane qui tourne, qui est mise à ta disposition par Google avec une puissance en général. Alors si on a de la chance, j'ai la même bécane que ce matin et je vais m'auto-dire que le GPU est, etc. Donc premier truc qu'on va faire, on va simplement initialiser la bécane. Donc tu vois, elle est en train de se connecter. Ici, hein. Elle s'initialise. Voilà, je suis connecté. Donc j'ai une bécane. J'importe mes librairies. Et là, juste pour nous faire caguer, on va voir ce qu'il nous a mis à disposition. Ah putain, c'est pas la bonne. Donc là, il nous a mis à disposition un GPU qui est quand même une Tesla P4. Alors ce matin, ça faisait quelques temps que je ne m'étais pas connecté. Il n'y avait personne sur le marché. Putain, j'ai eu un P100. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai en GPU. Le P100, c'est 6 000 $. Le GPU, quoi. J'avais 16 gigas de RAM. J'aime autant dire que l'optimisation du réseau, elle était plus que puissante. Un P4, c'est plutôt... Moi, je tombe très souvent sur des K80, qui est déjà une très bonne bécane. P4, c'est moyen. Quand tu as le P100, putain, tu lâches plus ton Jupyter. Parce que voilà, si tu ne fais pas pendant 15 minutes quelque chose sur ton notebook, la bécane s'arrête et va être recyclée pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est des bécanes un peu à disposition en cycle. C'est un service gratuit, ça? C'est complètement gratuit. Utilisé, abusé. Qu'est-ce que je fais? En fait, je vais me connecter là à mon Google Drive. Donc, il faut que je m'identifie sur mon Google Drive. Je lui dis oui, je donne accès, j'autorise. Je prends le truc là qui va bien. Je mets l'autorisation code. Donc maintenant, cette bécane a l'autorisation, en fait, cette instance de bécane a l'autorisation de se connecter à mon Google Drive. Dans mon Google Drive, je récupère mes wine data, qui grosso modo sont des images d'étiquettes de vin. Jeune tard, je décompresse mes étiquettes de vin. Voilà, j'en ai tout un paquet. Je crée en fait la référence de base de learning. En fait, j'ai un petit code de nommation et ça, c'est juste la fonction de nommation. Je crée ma base d'images. Si on regarde ma base d'images ici, on se retrouve entraînement, j'en ai 1713 images. Ma base de test, j'en ai 231. J'ai divisé en fait toutes mes images en 2 parties, une pour s'entraîner, une autre pour tester. C'est très important de ne pas avoir les mêmes des 2 côtés. Là, je ne vais pas le faire, mais ça me donne un peu les exemples de ces images. En classe d'images ici, j'en ai 963. J'ai 963 vins différents. Mon learning, j'ai fait un ResNet 34. Voilà, qui vient d'être téléchargé, il y a quand même 80 MB en moins d'un dixième de seconde. Et ici, 5 minutes chrono en main, la bécane est en train d'optimiser mon CNN. Là, je fais bien le calcul des poids et des biais de mon réseau de neurones d'un ResNet. ResNet, je suis à, je sais pas, 200 000, 500 000, peut-être même 1 million de cellules de neurones. C'est l'ordre de grandeur, hein. Je n'ai jamais mesuré, mais c'est l'ordre de grandeur. 9 secondes par époque. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on voit bien, là on est en train de descendre dans
C'est vraiment ça. Et c'est un GPU quelque part chez Google qui le fait, quoi. Derrière, qu'est-ce que je fais? Je dis au learner, là typiquement, la première façon de learner, tout le réseau n'est pas défrisé, il n'y a que certains layers de mon réseau qui sont optimisés. Là, il va trouver, c'est un algorithme qui typiquement apprend comment on va bien descendre dans le gradient. Donc ça, c'est un truc qui, il apprend comment descendre. Je vous passe un peu les détails, mais vous voyez, c'est ultra simple. Il te donne, pardon, je vais plutôt faire là. Il te donne du coup, par rapport à l'optimisation, il vaudrait mieux taper ici, dans les paramètres, et derrière, tu changes les paramètres, tu continues à optimiser, à la fin, je vous le passe, hop, je fais save. C'est fini. Le Jupyter Notebook, c'est vraiment ça, une super bécane où tu peux faire des tas de choses avec. Tu te dis, waouh, j'abuse. Tu peux même avoir du TPU. Le TPU est un GPU qui a été simplifié uniquement pour faire du tenseur. Parce que toutes les fonctions que vous avez vues qui font le neurone, c'est ultra simple, c'est très basique ce qu'il fait. Le GPU, il fait 1000 fois plus de choses, c'est beaucoup trop complexe. Et bien, ils ont créé des puces. Les premières puces qui ont été créées, c'était les Tensor Processor Unit. C'est Google qui l'utilise dans les infrastructures. Un TPU balance de la patate genre 10-20 fois plus rapide qu'un GPU. Parce qu'il est spécialisé, il fait que ça. C'est-à-dire le TPU, lui, ne demande pas faire de la texture ou un polygone en 3D. Hein, il ne sait pas faire, quoi. Du coup, premier test. Et là, on y va. Créer une base de vin avec plein de points de vue différents de la même bouteille, c'est chiant, je vous rassurais. FastAI, transfer learning depuis un ResNet 34, entraînement, c'était une classe est égale à 1,20, très simple. Recherche brute force sur les plus proches voisins, et bien ça marche déjà. Je n'ai pas de démo live après, mais j'en ferai une autre après, ça marche déjà, c'est incroyable. Et là, je me suis posé la question, et pourquoi ça marche déjà? Parce qu'en fait, avec, juste pour info, juste pour faire ça, un jour, juste pour faire la base de vin, ça veut dire trouver des vins différents et faire 1700 photos de ces vins-là. Mine de rien, il faut déjà ça de base. Donc je suis allé au restaurant en bas où j'étais, j'ai sorti tout son truc de vin, j'ai fait ma cave, j'ai fait les caves des voisins. Je passe un peu pour un taré. L'IA, c'est ça. L'IA, c'est... Avant de commencer, il faut avoir ta base. Et donc un jour pour faire la base de vin, et un jour prise en main de FastAI, les notebooks Jupyter et un peu Python, parce que ce n'était pas mon langage de prédilection. Moi, je suis C++. Les photos, tu dois les qualifier derrière, genre cette bouteille, c'est... En fait, je les ai juste classées. Les mêmes photos d'une même bouteille, une par répertoire. Donc un répertoire, c'est un vin et il y a plusieurs photos dedans. C'est juste comme ça, ouais. L'identifiant, là, était le nom du répertoire. Et bien derrière, le résultat qui était déjà pas mal, j'ai sorti un peu une représentation. Ça, c'est le cluster des classes de vin. Autrement dit, chaque couleur était un cluster de vin. Vous voyez qu'ils étaient dans cet espace, c'est un espace à grande dimension, mais là on l'a réduit seulement à 3 dimensions, et ils étaient bien des cellules individuelles. C'est-à-dire, l'une ne correspond pas à l'autre. C'est-à-dire que l'apprentissage avait plutôt bien passé, c'était déjà discriminant au sens de la classe de vin. Et bien là, c'est super bien dans FastAI, tu ne te poses pas de questions, il s'est posé cette question pour toi, et tu dis, prends ma fonction ceci, montre-moi les trucs, il va te clusteriser tout ça, il va te mettre tout ça, il va te sortir ce qui est bien. C'est une fonction que tu appelles, ça te donne ça, c'est déjà génial, quoi. Et c'est vraiment ça, ils sont très orientés, très pragmatiques. Comment il faut faire ceci? Oh putain, il y a plein de méthodes, j'en sais rien, il n'y en a aucune de codée, là tu prends la fonction, c'est déjà pour toi, quoi. Comme dit, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt l'interprétation des résultats. J'en parle dans la slide d'après. Une vraie question, pourquoi ça marche déjà? En fait, je ne suis pas parti de rien. Ce n'était pas un réseau que j'ai construit de zéro. J'avais déjà un réseau qui était un ResNet. Ça, c'est une représentation un peu... Voilà. Donc là, tu imagines, c'est toutes les couches. Hein. Quand on parle de couches, Antoine, il y en a 2-3. Là, des couches, c'est des... Là, c'est déjà 224 sur 224 en entrée. Donc tout vecteur d'entrée, c'est en fait, c'est la taille de l'image, elle fait 224 sur 224. Ça, c'est ça. Tu en as une autre derrière, tu as du pooling, tu rentres là-dedans, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Des poids et des biais là-dedans, il y en a, mais foultitude. Hein. Mais ça a déjà été optimisé sur tout un truc. Et il s'avère que maintenant, on commence vraiment à rentrer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Par exemple, le tout premier ici, ce gros truc, il détecte, c'est des détecteurs d'edge et de blob, de zone. Le deuxième, c'est de la texture. Le troisième,
c'est plus des trucs numériques, je ne sais pas exactement ce que c'est. Là, c'est data-driven, c'est vraiment des choses qui commencent à être des objets. Et à la fin, tu as les classes des objets, quoi. C'est vraiment ça ce qui se passe à l'intérieur. Ces parties du réseau détectent des choses qui sont auto-organisées. C'est la structure qui les a organisées plutôt de cette façon-là. Et du coup, il y avait déjà quelque chose qui comprenait des tas de choses. Moi, je l'ai juste spécialisé sur le vin. Ça, c'est une vraie raison pourquoi ça marche déjà. Là, il n'y a pas d'OCR. Je n'ai pas utilisé d'OCR. Alors, j'ai testé l'OCR pour faire mon truc. Je m'étais dit, ouais, tranquille, OCR sur l'étiquette de vin. Doublé. Alors, il y avait l'autre solution, une solution beaucoup plus computer vision. Je détecte qu'il y a une bouteille, je détecte le cylindre, je le prends, je le déplie, et je fais de l'OCR sur l'image dépliée, quoi. C'est pas cool, ça. C'est un peu triché. Est-ce que l'information est suffisante? Merci de la transition. Il y a des problèmes. C'est improvisé, hein, je vous promets, on ne sait pas. Déjà, la qualité de la base. Bah, c'était mauvais. Hein. J'étais un oops de l'IA. Des bouteilles identiques taguées différentes. Bien joué. Des bouteilles différentes taguées pareil. Bien joué. Des images noires, du flou, etc. etc. J'ai mélangé en fait deux bases. Une base que j'ai fait moi et une base qui vient des utilisateurs. Tous les utilisateurs qui utilisent l'application liée à ceci, de temps en temps, ils scannent, ils prennent la photo, ils le mettent dedans. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Et ben, la qualité de photo, j'aime autant te dire, compte pas sur l'utilisateur pour savoir prendre des photos. C'est lent et non déployable en production. Voilà, la recherche des plus proches voisins sur les grandes dimensions, bah, c'est 3 secondes par query. Grosso modo, je faisais du brute force. Hein. Donc j'avais une base de plus en plus grosse, ça ferait de plus en plus longtemps pour calculer toutes les distances. Hein. Et comment déployer un notebook en prod, bah, ça, je ne sais pas faire. Du coup, 2 leçons apprises. Data quality matters. Ça me rappelle Godzilla, size does matters, tu vois, c'est comme Godzilla. Là, c'est la data quality. Et en apprentissage, il y a 2 choses. Il y a l'apprentissage et l'utilisation. C'est vraiment 2 moments différents qu'Antoine a super bien illustré. Et du coup, il faut optimiser tout ceci pour que ça marche mieux en prod. Nouvelle approche, du coup. Au milieu, j'ai une base de données et un ResNet entraîné sur cette base de données. Du côté gauche, un web service en Python Flask dans un conteneur Docker. Un rôle 1, le côté public, je fais la query par l'image et ça me renvoie des résultats. Le côté privé, j'ai carrément codé une interface d'admin d'analyse de la base et de sa qualité de la base. Et avec des interactions, bah ça, je regroupe les 20, celui-là, je load de la base, etc. Qui me permettait... En web service, c'est super facile à faire. Faire une application juste pour ça, c'était un peu chiant. Et finalement, le web permettait de coder l'appli simplement. Et de l'autre côté, le notebook d'optimisation du réseau sous Colab, il récupère la dernière base, il rebalance de nouveau le réseau de l'autre côté qui reprend. Donc grosso modo, ça, je le fais tourner de temps en temps, quand je vois qu'il y a des choses qui sont accumulées et que la base a bien bougé. Mais sinon, c'est l'autre qui fait derrière. Et recherche de voisins, la NMSlib, un putain de truc de malade. C'est Facebook derrière, parce que quand ils font des queries recherche par image, c'est typiquement pour faire de la comment on appelle ça, du pruning des images qu'il ne faut pas publier sur Facebook. Détection, modération, voilà, je cherche. Et donc, ils ont fait cette librairie-là, qui est vraiment un truc sur les benchmarks de recherche de voisinage ANN, qui est Approximated Nearest Neighbor Search. Elle explose un peu tout le monde. Donc, j'ai codé tout ça dans le Python. Et bien là, on va faire une petite démo. Donc cette fois-ci, je suis en localhost, super simple. Je prends une image. Allez, dans une base d'images, je prends celui-là. Paf, et il me sort. Voici les plus proches voisins. Donc déjà, ultra rapide. Hein. Il me sort avec les distances. Donc plus c'est petit, plus c'est vraiment très proche de l'entrée. Plus c'est loin, plus c'est des choses qui ressemblent au sens de mon réseau. Mais ce n'est pas celle-là. Il y a quand même encore des petites erreurs. En fait, il s'avère qu'on peut faire un petit ratio entre les 2 premières distances, qui est souvent, si ce ratio est très fort, alors c'est quasi sûr que c'est le bon vin. S'il est très faible, c'est souvent qu'il ne l'a pas trouvé dans la base. Il y a ce truc-là. C'est vachement mieux, et c'est rapide.
c'est déployable, c'est facile. Mais, donc ça, c'est un screenshot de l'interface d'admin. Là, j'ai tracé un truc qui est pas mal. C'est l'histogramme des distances entre les vins identiques. Je sais qu'il y a des vins qui sont identiques. Je calcule leur distance 2 à 2 entre tous ces vins-là. Et j'en fais un histogramme. Et je fais pareil sur un histogramme des vins différents. Et bien, si mon système est très bon, ces deux histogrammes doivent être super séparés. Grosso modo, je devrais en avoir un ici et un autre très très loin ici. Ce n'est pas le cas. Et là, il y a des petits soucis. Et c'est en analysant ceci, et en comprenant pourquoi le réseau il me donne des distances pas très bonnes, qu'on arrive à progresser dans la compréhension de ce que fait l'IA. Ben, les erreurs, c'est ça. C'est des petites distances, mais quand même des vins différents. Regardez. C'est quoi? C'est juste le cépage qui a changé. Là, Riesling, Pinot Gris, Grand Cru, Fixberger, Inchetber. Là, c'est un cépage de nouveau qui change. Donc, distance très proche, mais vins différents. Très compliqué. L'inverse existe aussi. C'est les mêmes vins, mais il n'a pas réussi à comprendre que c'était les mêmes. Parce que la différence de zoom est vraiment trop forte. En fait, il a aussi appris un peu ce qui se passe à côté. Là, j'ai fait une erreur de débutant, de noobs de nouveau. Je t'ai dit, j'avais une bouteille vachement intéressante. J'ai dit, putain, il y a une étiquette devant, une étiquette derrière. L'IA, ça marche, tranquille. Il va reconnaître ceci. Ben non. Ça, c'est clairement un truc qu'il ne pourra jamais apprendre. Il faut bien le considérer que c'est deux vins différents, mais qui ont la logique, vont pointer vers les mêmes métadonnées. En fait, il y a un lien logique, pas un lien image. Troisième cas qui me semblait aussi très intéressant aussi, c'est que j'ai fait la query avec celui-là, il me sort bien le premier, puis il est derrière, il m'en sort tout un paquet, et c'est le sixième seulement qui était pareil que le premier. Je dis, mais pourquoi il me sort ça? Il a appris le fond. Erreur de débutant aussi. Il a appris tout ce qui se passe derrière ici. Et ça, c'est pas pertinent pour lui. Il n'en a rien à foutre. En fait, il aurait fallu que ma base, dès le départ, soit je segmente, je prends juste l'étiquette, soit j'ai une variation dans les fonds énorme. Ce que je n'avais pas ici. En fait, il aurait fallu que je tourne autour de la table à chaque nouvelle bouteille. Alors, si je faisais du batch-up, oui, évidemment, il n'y aurait que du fond blanc et le blanc deviendrait... ou bien tu segmentes. L'autre truc, c'était, ça, on fait d'abord une détection de l'étiquette, et c'est sur cette zone carrée, carré ou rectangulaire, qu'ensuite on fait de l'apprentissage. Du coup, j'étais déjà bien content, mais j'ai quand même fait ceci. La suite de mon boulot. En fait, j'ai vu que le transfer learning, c'est bien, mais ça n'apprend pas vraiment ce que tu as envie que ça apprenne. Et il y a un autre type de réseau qui s'appelle le Siamese Network, réseau jumeau. En fait, tu as vraiment deux réseaux qui se combattent l'un l'autre. Comment ça marche? Soit ta paire d'entrée d'image, c'est le même vin, et dans ce cas-là, sa sortie, ça doit être 1. Soit ta paire d'images à l'entrée, c'est pas le même vin, et sa sortie, ça doit être 0. Grosso modo, il te dit, est-ce que c'est le même vin ou pas? Lui, ce qu'il fait en interne, c'est qu'il a bien un CNN qui va rentrer une signature, voilà, un gros vecteur de 1024 flottants qui représentent ton image, mais en bas, c'est exactement le même réseau qu'en haut. Les poids et les biais sont partagés. Donc tu te retrouves avec un réseau qui se bat avec lui-même, et son seul moyen de converger, c'est-à-dire si tu l'optimises, ça veut dire qu'il sera capable d'apprendre qu'est-ce qui est spécifique dans ton problème versus qu'est-ce qui est du bruit et ce n'est pas important. Sinon, il n'arrivera pas à répondre à mon 0, c'est différent, 1, c'est pareil. Le Siamese a vraiment ce truc-là. Et donc je l'ai codé, j'ai codé un Siamese, je n'ai pas encore la représentation dans les histogrammes, et je m'attends que les histogrammes ils fassent par rapport aux autres trucs, parce que ça se sépare, et ça distingue vraiment. Lui, il va vraiment chercher les valeurs. Je l'ai optimisé, et l'optimisation s'est plutôt très bien passée en très très peu de temps, finalement. C'est extrêmement commun actuellement, le Siamese, sur plein de sujets, où on doit apprendre quelque chose qui est vraiment spécifique sur un problème. Donc ça, il faut encore que je le fasse et que je récupère
le vecteur. Et le deuxième truc qu'il faut que je fasse, eh ben, ça me fait un peu chier. Il va falloir que je prenne tout un paquet d'images, que je trouve les petits coins du truc, histoire d'apprendre un détecteur d'étiquettes pour que ce qu'il apprenne finalement le Siamese, c'est que ça, et pas les pourtours et tout ce qui est du bruit autour, quoi. J'en profite pour citer un petit truc qui s'appelle le Mechanical Turk. C'est quoi? Tu as ce genre de truc, tu dois faire ça sur 2000 étiquettes, et t'es pas motivé, hein? Eh bien, tu peux utiliser Amazon Mechanical Turk, qui est un site pour pouvoir avoir des petites tâches d'IA. Tu peux dire, j'ai ceci, j'ai cette base, je m'attends ça comme résultat. Tu lâches 50 € et tu trouveras quelqu'un pour le faire, à ta place. C'est ce qu'on appelle les micro-travaux sur le web. Alors autant il y a des choses, je trouve ça un peu bizarre, cliquer sur de la pub machin, histoire d'essayer de gagner. Autant le Mechanical Turk, ça te permet de taguer, de segmenter, de faire ceci sur des tas de trucs que tu n'as pas le temps de faire. Du coup, une fois que j'aurai cette base, j'utiliserai un détecteur type YoYo, SqueezeNet, DetectNet, etc. Avec ma base que j'aurai entraînée avant, ce qui me donnera, mon entrée c'est une image, il dit 0, il te dit 1, et s'il te dit 1, il te sort directement le machin. Là, il y a une bouteille, quoi. Et une fois que j'ai ça, à partir de ça, dans le Siamese, je réentraîne, j'ai un nouveau Siamese entraîné, je remets sur le service web, et là, j'aime autant vous dire que les résultats, ça doit être proche de 100%. Voilà. Réponse dans quelques mois.